Indice boursier américain et obligations américaines. Le tour d'horizon technique en cette semaine de Fed et de poursuite des résultats des GAFAM, le fameux S&P 04, alors que la semaine dernière a eu lieu, ce qui était probable, un sell-off des stars de la tech US. Point complet. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver une nouvelle édition du Top Gun. Les GAFAM, l'éclatement de la bulle spéculative des GAFAM. Je vous ai fait un Top Gun dessus il y a 2 semaines. Et il a eu lieu. N'exagérons pas. Star Trust, c'est une correction saine. Il était temps de prendre ses profits. Mais les indicateurs techniques étaient complètement surachetés sur les stars de la tech US. Nous l'avions vu ensemble il y a 2 semaines. Un début de dégonflement a commencé. C'est sain. Maintenant, où va aller le S&P 500 ? Les obligations américaines, elles s'en profitent. Les taux d'intérêt baissent. La probabilité, la récession. La Banque centrale de Chine qui continue de baisser ses taux. La Fed qui a une pression maximale pour, alors, cette semaine, décision de politique monétaire de la Fed cette semaine, mercredi 31 juillet, le consensus n'attend rien, mais il attend beaucoup pour septembre. Car avec le temps qui passe, les taux qui sont restés élevés longtemps, on voit bien que ça commence à mettre la pression sur la croissance économique. La désinflation, elle se poursuit. Les indicateurs avancés d'inflation permettent d'être optimistes. Alors quel va être l'arbitrage de la Fed ? Cette semaine, l'ami Jérôme Powell ne va pas mettre à jour ses projections macroéconomiques. Cette semaine, il va falloir être très attentif à la conférence de presse de Jérôme Powell quant aux stars de la tech américaine. Le S&P 04 publie ses résultats cette semaine. Vous savez, l'essentiel de la hausse du S&P 500 depuis octobre 2022, mais surtout depuis octobre 2023, s'est construit sur cette valeur. J'ai l'occasion d'en parler à chaque Top Gun, le S&P 493 versus le S&P 07. Donc la semaine dernière, vous avez eu un sell-off sur les stars de la tech, notamment Tesla, mais Tesla était plutôt basse. Bon, c'est un cas particulier, mais sur Google, Meta, Amazon, Facebook, voilà, des prises de profit. Bon, Google, surtout la semaine dernière, le S&P 04 publie cette semaine, là, entre le 31 juillet et début août, ça va être la clé pour la suite du S&P 500. Bon, beaucoup pensent, vous savez, la bulle spéculative des stars de la tech n'est pas terminée, c'est une phase de prise de profit qui est saine. Moi, je pense que les flux vont finir par revenir sur ces stars de la tech US. Maintenant, il faut voir où est-ce qu'on est sur le plan technique, où est-ce qu'on est sur le plan fondamental. J'avais eu l'occasion de vous montrer il y a 2 semaines la valorisation excessive atteinte par ces fameux GAFAM. On va reprendre ces ratios de valo. Quelles sont les perspectives de profit ? Qu'attendent de la Fed ? Que dit l'analyse technique ? Les obligations, au moins les obligations, je vous avais bien proposé, notamment lors du Swiss Code Trading Day, d'arbitrer une grande partie de votre portefeuille, pas all-in obligations, mais en partie sur les obligations. Elle bénéficie de ça, elle bénéficie de ces doutes sur la croissance économique US, de cette rotation, de ce flight to quality, de ce réarbitrage. Et donc c'est pas mal d'avoir, je pense encore lors des prochains mois, de ces obligations qui vont bénéficier des baisses de taux d'intérêt et qui présentaient, depuis le début de l'année, un ratio rendement-risque beaucoup plus intéressant que le marché action. Voilà les amis, on parle de tout ça, donc c'est parti. Indice et obligations américaines, le tour d'horizon technique en cette semaine de Fed et de GAFAM, en fait de poursuite des résultats des GAFAM, en particulier le S&P 04. Le programme s'affiche sous vos yeux, donc on fait suite à une semaine, la semaine passée, de sell-off des stars de la tech US, de sell-off du S&P 500 qui retrace. Cette semaine, vous avez les résultats de Apple, Meta, Microsoft et Amazon. Nous allons regarder sur le plan de l'analyse technique. Vous savez, pour faire simple, il y a beaucoup d'outils d'analyse technique. Regardez la moyenne mobile à 200 jours. Ça fait partie des rares outils d'analyse technique qu'utilise la haute finance, et notamment certains gros algorithmes au sein des hedge funds. Un marché est bullish lorsqu'il évolue au-dessus de sa moyenne mobile à 200 jours, avec une pente haussière. Lorsque la pente est haussière qu'on casse, c'est pas un signal de vente. Lorsqu'on passe en dessous, mais qu'on la redépasse à la hausse, qu'elle a gardé une pente haussière, je parle de la moyenne mobile simple à 200 jours, c'est un signal de relance. Moi, je pense que ces stars de la tech US, là, dans ce dégonflement de la bulle qui a commencé la semaine dernière, pour laquelle je vous avais alerté, je pense que le marché avait besoin d'aller chercher ces moyennes mobiles de long terme. Bon, on attend beaucoup de Powell cette semaine, c'est la deuxième partie. Le marché a besoin, vous savez, la force des mots, la force du verbe. C'était un ancien boss de la Banque centrale du Japon qui le disait. Il disait, vous savez, le premier outil de politique monétaire, qu'est-ce que c'est ? Le premier outil de politique monétaire, ce n'était pas le cycle des taux d'intérêt, ce ne sont pas les mesures dites non conventionnelles, vous savez, entre autres le programme de quantitative easing, d'achat d'obligations. Non, le premier outil de politique monétaire, c'est le verbe, les mots. Et cette semaine, le communiqué de Jérôme Powell sera très important, sa conférence de presse. Nous allons lui demander, la presse financière va lui demander, voilà, quelle est votre évaluation quant à cet équilibre, hausse du chômage, désinflation,
Quelle est la priorité? Ne faut-il pas pivoter en urgence pour éviter une récession de l'économie américaine? Avez-vous confiance? Les indicateurs avancés d'inflation, cette panoplie d'indicateurs non officiels que je vous montre souvent, je vais vous en montrer quelques-uns, reste optimiste. Mais il faut toujours du temps pour que cela arrive dans l'inflation officielle. Mais la Fed les regarde. Avez-vous confiance? Bon, de nombreuses banques centrales occidentales ont déjà pivoté. On attend la Fed. Taux d'intérêt obligataire, obligations américaines, ça c'est, je pense vraiment que c'est ici où il faut rééquilibrer son portefeuille. J'en parle depuis des semaines, même des mois. Et je pense que cette baisse des taux d'intérêt, notamment sur la partie courte de la courbe des taux, plus sensible à l'action monétaire de la Fed, permet de soutenir le prix des obligations. Et ben, on va parler des indices boursiers américains. Je vous fais le tour d'horizon technique, S&P 500, Russell 2000, le Nasdaq. La partie quantitative, le sentiment, nous allons regarder tout ça pour évaluer donc où on est. Le S&P 500, donc c'est parti les amis. Première partie. S&P 500, une semaine centrée sur les résultats du S&P 04, Apple, Meta, Microsoft et Amazon. Alors, la croissance des bénéfices des entreprises du S&P 500 et les perspectives de croissance semblent exceptionnelles et sont la justification de la tendance haussière de l'indice depuis octobre 2022. Donc, je vais illustrer mon propos. Si vous voulez, toute cette hausse que vous avez eue du S&P 500 ici depuis octobre 2022, mais surtout celle depuis octobre 2023, la partie technique, j'y viens. Je vais la traiter dans un second temps. Oui, potentiellement la vacate a commencé, c'était le décompte fractal que je vous propose. Oui, il y a des divergences, ce sont des choses qu'il faut surveiller, nous allons en parler tout à l'heure. Mais en fait, toute cette avancée du S&P 500 s'est forgée sur ça. L'évolution positive des bénéfices des entreprises du S&P 500. Et vous avez encore, lorsque vous regardez, ça peut paraître complètement étonnant, mais lorsque vous regardez les bénéfices prospectifs du S&P 500 pour 2025, le marché reste ultra optimiste. En fait, la chose, c'est que cette avancée du S&P 500, en réalité, s'est forgée sur, naturellement, les Magnificent Seven, sur le plan technique, mais aussi sur le plan fondamental. Regardez bien les graphiques qui sont à droite, qui nous viennent de FactSet. Lorsque vous comparez la croissance des bénéfices au deuxième trimestre 2024 du S&P 500, donc on décompose ça entre ici le S&P 04 et ici le S&P 496, la différence est énorme. 56% de croissance des bénéfices pour le S&P 04, uniquement 5,7% pour le S&P 496, c'est monstrueux. Et ici, cela est décomposé par trimestre pour les principaux trimestres de l'année 2024 et pour la suite des trimestres de 2024. Le marché, ses perspectives de profit restent vraiment centré sur les perspectives de bénéfices. Alors c'est pourquoi la semaine dernière, lorsque vous avez un Tesla et un Google qui déçoivent, c'est ça qui déclenche l'éclatement de la bulle des stars de la tech US, ou en tout cas, c'est un peu trop fort l'éclatement de la bulle, mais une phase de prise de profit qui est saine. C'est parce que comme tout a été misé sur eux, sur ces titres-là, dès lors qu'ils déçoivent, et qu'on a tout misé sur eux, s'ils déçoivent, bon, du coup, qu'est-ce qui justifiait une telle hausse du S&P 500 ? Je vous rassure, il faut encore un énorme chiffre d'affaires, énormément un super bénéfice net, des flux de trésorerie à foison, c'est simplement moins qu'anticipé. Donc, et puis, nous verrons cette semaine, le S&P 04 publie cette semaine. Il y aura peut-être des bonnes surprises. Donc, voilà. Mais tout ça pour dire que, en cette semaine de Fed où nous n'attendons pas de pivot, ce serait vraiment quelque chose, si là la Fed pivotait cette semaine, limite ça pourrait stresser le marché. Ça pourrait stresser le marché, pourquoi ? Parce que le marché se dirait, oh là, si elle pivote cette semaine, alors que rien ne l'indiquait, c'est qu'elle a un stress pour la croissance économique, c'est qu'elle pense qu'on file en récession. Là, oui, là ça va stresser le marché, donc mieux vaut pivoter en septembre. Mais commencer à l'annoncer, on verra bien. C'est le temps fort fondamental de cette semaine, c'est la conférence de presse de Jérôme Powell, plus les résultats donc, du S&P 04, nous allons regarder. Et donc, je voulais vraiment réinsister sur le fait que ça se joue vraiment, comme d'habitude, sur ces stars de la tech, US. Alors, on parle des Magnificent Seven, en réalité, donc l'essentiel des bénéfices réalisés et des bénéfices anticipés à horizon 12 mois se concentrent sur les Magnificent Seven, le fameux S&P 07, et même plus précisément sur le S&P 04, Amazon, Google, Meta, Nvidia, Amazon, Google, Meta, Nvidia, comme le montrent les graphiques FactSet qui se trouvent sur votre droite. Cette semaine, qui est à cheval sur fin juillet et début août, voit justement la publication des résultats trimestriels des entreprises Apple, Microsoft, Amazon et Meta.
Sans oublier d'autres large caps qui composent donc le S&P 493. Donc vous avez cette semaine quand même Apple qui pèse 3 000 milliards de dollars, Microsoft qui pèse 3 000 milliards de dollars. Nous sommes là sur le niveau du PIB de la France, d'accord. Le PIB de la France, c'est la capitale de Apple. Le PIB de la France, c'est la capitalisation boursière de Microsoft, Amazon et Meta. Et vous avez quand même derrière quelques large caps qu'il va falloir suivre. Donc c'est une semaine décisive pour ces stars de la tech US sur laquelle s'est construite cette hausse du S&P 500 qui, sur le plan technique, maintenant présente des divergences, pour avoir fini une vague 3, entrer dans une vague 4. Bon, vous comprenez pourquoi donc ceci va être très important à suivre cette semaine. Et lorsque globalement, lorsque vous les regardez, vous prenez ici le S&P 500, je vais vous proposer tout à l'heure son analyse technique, mais si vous regardez plus précisément ces titres, je vais enlever ici les enseignements du système Ishimoku. Ça fait très longtemps que le marché n'est pas revenu à cette moyenne mobile à 200 jours. Vous voyez, la moyenne mobile à 200 jours qui est ici sur Microsoft, la moyenne mobile à 200 jours qui est ici sur Google, la moyenne mobile à 200 jours qui est ici sur Amazon, la moyenne mobile à 200 jours qui est encore plus loin sur Apple, la moyenne mobile à... Je me dis que nous ne sommes pas dans le début d'un bear market des stars de la tech US, mais je pense qu'il est très sain de souffler, de respirer et d'aller revenir chercher ces soutiens de long terme. Et là, je pense, vous allez voir que les flux acheteurs reviendront se remobiliser sur ces niveaux-là. En tout cas, donc c'est la première chose qu'il faut surveiller cette semaine. Deuxième temps fort, Réserve fédérale des États-Unis ce mercredi 1er 31 juillet. Le verbe de Jérôme Powell, c'est majeur. Le marché n'attend rien cette semaine. La probabilité est très faible que la Fed pivote cette semaine. Et ce 31 juillet, toutes les probabilités sont concentrées sur la réunion du 18 septembre prochain. Cette semaine, la Fed, donc mercredi 31 juillet, ne va pas mettre à jour ses projections macroéconomiques. Il va falloir attendre la réunion du 18. C'est pourquoi je pense qu'elle a une plus forte probabilité de pivoter le 18. Encore une fois, imaginons que je me trompe, ça arrive souvent, imaginons que je me trompe et que la Fed pivote ce 31 juillet, le marché peut en avoir une interprétation négative. Car pourquoi une telle urgence ? C'est que vous avez des indicateurs avancés global macro qui montrent que le chômage va exploser. Et ça, c'est pas bon du tout pour les perspectives de bénéfices des entreprises. Donc Jérôme Powell a intérêt à bien choisir ses mots, son verbe, sa communication, premier instrument de politique monétaire. Premier instrument, et parfois même dépassant l'action concrète. Vous avez la communication monétaire, le cycle des taux d'intérêt, et ensuite toutes les mesures dites non conventionnelles. Les achats d'actifs, d'accord. Bon. Donc cette semaine, c'est extrêmement important de surveiller ça. Le verbe, d'autant plus qu'en fait, ça devient assez urgent. Alors, le communiqué de presse aura lieu à 20h30. Tout ce qui compte pour le marché, c'est d'évaluer la confiance qu'a Jérôme Powell dans la désinflation et la capacité que l'économie américaine n'aille pas en récession. Et le marché s'inquiète un peu parce que vous avez eu quand même... Alors déjà, je vous rappelle quand même que nous sommes quand même sur une durée avant pivot qui commence à ressembler un peu à ce qu'on a connu dans le passé. Les taux d'intérêt contraignent quand même vachement l'économie. Le taux d'intérêt nominal de la Fed, le taux réel, oui, le taux réel est remonté parce que l'inflation baisse, mais le taux nominal ne baisse pas. Le taux réel, c'est que c'est le taux nominal moins le taux d'inflation. Là, nous sommes quand même sur des taux d'intérêt qui contraignent l'économie. Bon, le taux de chômage américain est à 4,1% de la population active. Les inscriptions hebdomadaires continues au chômage sont sur un niveau très élevé depuis plusieurs mois. Idem pour les inscriptions hebdomadaires. Donc, mais en même temps, les indicateurs à façon d'inflation sont très optimistes. Là, je vous en montre un seul qui est Trueflation, qui fait un nouveau plus bas, pluriannuel. Bon, donc c'est vraiment... Le marché a besoin de connaître l'opinion de la Fed sur cet arbitrage entre le marché du travail, qui est le baromètre des perspectives de bénéfices, et cette désinflation. Donc pour envisager un S&P 500 capable de se stabiliser cette semaine, ça se joue donc sur les résultats du S&P 0,4 et sur sur le verbe, sur les perspectives de politique monétaire que va annoncer Jérôme Powell. Alors au passage, vous avez la Chine qui commence, qui n'est pas en mode panique, mais vous avez la Chine a baissé de manière inattendue tous ses taux directeurs la semaine dernière. Bon, vous avez aussi cette thématique, voilà,
du Trump trade, de risque de résurgence de la guerre commerciale. Bon, ce sont des choses qui... Voilà. On sent que les banques centrales commencent à comprendre qu'il faut baisser les taux. Je ne sais pas si la Fed va s'aligner sur mais il est temps quand même d'apporter du soutien monétaire à un moment où quand même, je vous rappelle, que le marché action américain, le S&P 500, est revenu à son niveau de cherté relative le plus élevé depuis la bulle spéculative des taux zéro de 2021 ou la bulle Internet de 2000, avec un P/E de Shiller qui est à 35. Donc ça aussi, effectivement, à un moment ou à un autre, mais ça je vous l'avais montré dans la vidéo que je vous ai fait il y a 2 semaines sur le risque d'éclatement de la bulle spéculative des GAFAM, même son lien avec la politique monétaire, en grande partie du fait de la cherté. Et donc lorsqu'on est cher comme ça, que ce soit le PE Forward, le PE Shiller, il faut valider cette cherté par des bénéfices qui ne déçoivent pas. Sanction la semaine dernière avec Google et Tesla. Qu'en sera-t-il cette semaine avec le S&P 0,4 ? Et maintenant, ce que je vous propose, donc, c'est de faire un tour d'horizon technique de ce marché action américain, du marché obligataire. Alors, taux d'intérêt obligataire, le facteur technique dominant sur une semaine de Fed, plus que jamais, c'est la clé. Les obligations, une semaine de Fed, le premier élément de marché qui réagit, ce sont les taux d'intérêt du marché. Vous avez eu depuis quelques semaines des cassures techniques en données journalières. Moi, je vous explique que tant qu'il n'y a pas de cassure technique en données hebdomadaires, weekly sur les taux d'intérêt du marché, nous n'avons pas ces cassures baissières sur les taux. Et donc, alors, au passage, il y a peut-être l'inversion de la courbe des taux qui commence à se terminer avec les taux courts qui repassent au-dessus des taux longs, petit à petit. Mais il nous faut, pour valider vraiment les signaux, pour avoir un peu d'air des taux d'intérêt, il nous faut ces cassures baissières sur les taux d'intérêt du marché. Et donc je vais vous remontrer ça, et ensuite on passera au marché action. Et c'est vraiment ce que le marché va surveiller cette semaine, et en particulier donc le 2 ans américain, plus que jamais, surveiller ce niveau-là sur le taux obligataire américain à 2 ans, qui fut à l'époque ici le point de départ d'un vrai drop, et ici d'une vraie hausse. Et si on casse ce niveau, bon, voilà, c'est derrière. Derrière, nous avons un signal vraiment bullish sur les obligations. N'oubliez pas la corrélation inversée entre les taux d'intérêt du marché et le prix des obligations. Donc ça fait vraiment partie des éléments qu'il faut surveiller. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire le tour d'horizon des indices US, le fameux S&P 500. Où en sommes-nous? Si vous voulez une casse à S&P 500, voilà le programme. La clé étant de savoir, voilà, y aura-t-il un moment ou un autre, un endroit technique où les flux vont se remobiliser sur les stars de la tech US et permettre au S&P 500 de se stabiliser. Donc c'est parti, on regarde ça. Le S&P 500, le fameux sell-off des stars de la tech US, je vais vous donner quelque chose, un chiffre étonnant, les amis. Vous savez que dans toute cette phase de baisse ici, vous avez eu 400 entreprises du S&P 500 en hausse. Comment est-ce possible que dans toute cette phase de baisse ici en données journalières, 400 entreprises... Oui, parce que la baisse a été concentrée sur les stars de la tech US, qui à elles seules pèsent 45% de l'indice. Mais toutes les autres valeurs, la grande majorité d'entre elles, étaient recherchées, parce qu'il y a en fait une rotation sectorielle en défaveur des stars de la tech US, mais en faveur de tous les autres secteurs qui étaient en retard, notamment de la value, qui bénéficient en particulier alors vous avez vu, davantage de croissance économique, moins d'inflation, et tout ça peut permettre à ces entreprises de rattraper leur retard. Alors, le S&P 500, où en est-on? J'en disais un mot en introduction. La question que je me pose, c'est avons-nous terminé la vague 3? J'ai un doute, je ne sais pas. Effectivement, il y a des divergences. Je ne sais pas si nous avons terminé le 5e temps de la vague 3. C'est l'hypothèse. Donc, voilà. Est-ce terminé ou pas? Ou sommes-nous encore en train de construire le 5e temps de la vague 3? Alors, je décompose ici donc le 5e temps. La question est, voilà, est-ce terminé ou sommes-nous en fait que dans le 4e de la sous-4 de la 5? Notez que le contrat futur S&P 500 a comblé ce gap. Et en réalité, je vais, comme d'habitude, utiliser la combinaison des facteurs techniques, et notamment l'association du chartisme, de l'analyse en termes de momentum, les vagues d'Elliott, et le système Ishimoku, ce qui fait quand même une méthodologie pas dégueulasse qui associe 4 méthodes. Tant que le S&P 500 se maintient au-dessus du nuage daily du système Ishimoku, tant que le S&P 500 se maintient au-dessus du
nuage daily du système Ichimoku, la vague 5 n'est pas terminée. C'est donc ça que je vais surveiller, et ce qui donne en fait cette zone support des 5004, et même on peut même aller jusqu'à peut-être pas la SSB, mais au moins au-dessus de la SSA. Donc ça c'est à suivre, et en particulier cette semaine, rappelez-vous cette semaine, je vous en parlais en introduction, les résultats financiers du S&P 04. Le S&P 04 qui fera vraiment la différence. Et ce qui est très intéressant à noter, c'est que vous avez donc une rotation sectorielle en faveur des valeurs en retard. Notez le fait que le S&P 500 équipondéré a mieux tenu globalement, et surtout en faveur des small et des mid-cap US. Et ça, j'ai beaucoup insisté en vous expliquant depuis le début de l'année que lorsque l'on casserait à la hausse ce niveau technique, ce serait un signal bullish pour le Russell 2000, les 2000 small et mid-cap américaines. Cela a été confirmé, il n'y a pas de divergence hebdo, il y a encore du potentiel, et donc le Russell 2000 reste haussier tant qu'on se maintient au-dessus de ce niveau des 2135 points. Et en cas de retour sur les 2135 points, il s'agira là même d'une opportunité. Et ensuite, alors je vous rappelle aussi quelque chose, c'est que le S&P 500 est divisé en 11 super secteurs. Vous avez donc 11 super secteurs au sein duquel évolue le S&P 500. Le drop de la semaine dernière, c'est le secteur Information Technology, c'est le secteur Information Technology et Communication Services, car c'est ici les Magnificent Seven se trouvent dans ces deux secteurs. Mais si vous regardez d'autres secteurs, eh bien, certains ont même continué de monter, d'autres ont carrément limité la casse, ou simplement, en fait, proposent des retracements bien construits. Donc, c'est très important de noter ça, c'est que l'essentiel de la correction a été faite sur ces deux secteurs. Donc, en fait, vous avez actuellement une rotation au sein du marché action américain, et cette rotation, c'est donc effectivement probablement la fin de la bulle sur les stars de la tech, et moi je pense quand même que les stars de la tech US finiront par réattirer des flux, mais en tout cas donc se pose la question pour le S&P 500 de savoir, avons-nous terminé cette grande vague 3, avons-nous terminé la sous-vague 5 de la grande vague 3, et donc voilà, j'utiliserai ce niveau de support là, s'il est brisé effectivement, dans ces cas là oui, nous avons terminé la grande 3, nous sommes entrés dans une grande 4, et la grande 4 pourrait retracer en direction de la moyenne mobile simple à 200 jours. Voilà, chers amis, merci pour like, merci. Ah oui, et puis j'oubliais, mais c'est aussi important de regarder le sentiment du marché, et en particulier donc le réservoir des acheteurs qui s'était largement rempli mi-juillet, qui a commencé donc à se vider. Mais voilà, nous avons quitté l'environnement suracheté, de surachat, de surexposition à la hausse. Bon, il ne s'est pas encore complètement vidé. Notez que le pourcentage de vendeurs se remplit vite. C'est aussi quelque chose qui pourrait aider finalement S&P 500 à stabiliser dans cette zone. Merci à toutes et à tous. Bonne semaine.